Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Moi, je suis Brigitte Moreau, je travaille à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Quand j'ai eu l'idée je voulais pendant le congrès offrir un atelier sur les droits d'auteur. Mais ce que j'avais pensé à l'origine, c'était de faire une table ronde où il y aurait des représentants de l'industrie du livre en l'occurrence, ça aurait pu être d'autres industries culturelles, mais j'avais pensé à l'industrie du livre, et des intervenants en milieu scolaire, parce qu'on sait que des fois, il y a comme une incompréhension entre ces deux milieux-là, et j'avais envie de brasser un peu le camarade autour d'une table ronde. Alors, qui dit droit d'auteur au Québec, et qui dit bibliothécaire, dit Olivier Charbonneau. Alors, c'est la personne que j'ai contactée en premier pour lui demander s'il voulait bien accepter de venir animer une table ronde. Alors, une longue discussion au téléphone, notre première discussion fort intéressante, où Olivier m'explique que c'est bien beau une table ronde. C'est vrai qu'il y a un momentum pendant une heure où tout le monde refait le monde, mais qu'ensuite, on ferme nos cahiers, on ferme nos iPods, on sort de la salle, et puis ça fait lettre morte parce qu'on revient dans nos milieux, et puis on ne change pas vraiment nos pratiques, il n'y a rien qui se passe vraiment. Donc, Olivier m'a dit, par contre, je serais très intéressée à diriger un chantier du droit d'auteur en milieu scolaire. Alors, Brigitte, pourrais-tu t'occuper de former un groupe de bibliothécaires scolaires qui sont intéressés à discuter de la question? Alors, ce que je me suis empressée de faire, j'ai réuni autour de la table, vous me permettrez que je vais lire les biographies de chacun de mes collègues avec qui on a travaillé dans le chantier du droit d'auteur. Donc, Olivier Charbonneau, bibliothécaire titulaire et chercheur à l'Université Concordia. Il s'intéresse aux questions du droit d'auteur, de l'accès libre et de Web 2. Il est candidat au doctorat à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il tient un cabinet de recherche depuis 2005 à www.culturelibre.ca et un carnet de travail en anglais depuis 2011 à www.outfind.ca. Participe aussi au chantier Olivier Ménard, qui est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'Université de Sherbrooke et d'une maîtrise en sciences de l'information de l'Université de Montréal. Olivier Ménard a exploré brièvement le monde de l'enseignement au secondaire avant de travailler dans le milieu des bibliothèques publiques et collégiales. Bibliothécaire à la commission scolaire du Val-des-Serres depuis 2010, il est notamment responsable de la formation aux enseignants et aux conseillers pédagogiques dans le dossier du droit d'auteur. Sophie Morissette. Sophie Morissette possède un baccalauréat en éducation et une maîtrise en sciences de l'information à l'EPSI. Elle est auteure pour la jeunesse et conceptrice du cours en ligne Service d'information pour les jeunes, offert aux étudiants de la maîtrise à l'EPSI. Sophie est maintenant bibliothécaire à la commission scolaire Sorel-Tracy pour le secteur secondaire. Marie-Ève Guibard. Elle a complété sa maîtrise en sciences de l'information en 2005 à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Elle travaille à titre de bibliothécaire scolaire pour la Commission scolaire de Montréal depuis 2008. Elle a fait partie pendant 2 années consécutives d'un comité de lecture pour l'organisme Communication Jeunesse et siégé à titre de secrétaire d'assemblée pour l'Association pour la promotion des services documentaires scolaires, autrement dit pour la PSDS. Et puis enfin, Marie-Hélène Laborie, qui n'est pas ici, mais qui est juste en bas là, voilà, merci. Diplômée de l'EPSI en 2002, Marie-Hélène Laborie a travaillé dans divers milieux, dont 3 ans au service de la Bibliothèque de l'Université du Québec en Outaouais. Elle œuvre maintenant dans le milieu des bibliothèques scolaires. Elle s'intéresse tout particulièrement aux questions touchant à l'organisation de l'information, au développement des compétences informationnelles et aux technologies de l'information et de la communication. Voilà, alors d'une première idée d'une table ronde, on a constitué un chantier du droit d'auteur en milieu scolaire et on a vite réalisé, après notre première rencontre, qu'on en aurait pour un travail à peu près 1 an et demi à 2 ans de travail. Ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est les résultats de notre première partie de travail. Et puis, je vais tout de suite céder la parole à mes collègues qui vont prendre la parole. Ben oui, voilà. Merci. Je pense que c'est moi le premier. Oui. Alors, c'est Olivier Charbonneau.
c'est Olivier Ménard, c'est Sophie, et puis c'est Marie-Ève, et puis c'est Marie. Donc, l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est de vous donner un état d'avancement de ce chantier-là. Le but du chantier, c'est d'approprier les questions de droit d'auteur puis de développer une pratique professionnelle bibliothéconomique. Donc, de pouvoir être capable de répondre aux fameuses questions du droit d'auteur. Puis, si vous voulez vous souvenir d'une seule affaire, c'est que c'est la chose suivante. Là, je vais vous parler de l'introduction au droit d'auteur. C'est que l'idée principale de pourquoi vous êtes tous ici, puis pourquoi on parle autant du droit d'auteur, puis je l'ai à l'écran, c'est que le droit d'auteur interdit ce que la technologie permet. Fondamentalement, c'est ça le nœud du problème. Puis il y a une façon de régler ou de changer la donne en utilisant des outils à l'intérieur du droit d'auteur pour pouvoir utiliser les œuvres en fonction avec la nouvelle technologie. Parce qu'on se dit, le contexte de la réflexion, c'est beaucoup le numérique, c'est vraiment ça qui suscite toutes les nouvelles questions. Puis il y a des choses qu'on peut juste pas faire, il faut le savoir, il faut les comprendre, puis il faut trouver des solutions. Parce que je suis bien conscient de la problématique dans nos communautés, puis c'est la même chose à l'université. Les gens veulent faire toutes sortes d'affaires super créatives, super intéressantes avec les œuvres, mais il y a des limites qu'il ne faut pas transgresser, puis il faut les connaître, puis il faut en parler dans nos milieux. Puis selon moi, puis ça, mes collègues parleront de leurs expériences propres, ça devient de plus en plus le rôle du bibliothécaire qui doit dire presque aussi souvent non que oui. Et puis quand on dit non, c'est de trouver des alternatives possibles à ces cas-là. Donc, pour classer les questions de droit d'auteur, je me suis dit, vu que je travaille dans une université, je vais me permettre la partie plus théorique de la présentation. Là, je vais me prendre un petit 15 minutes juste pour faire un survol, pour ramener les concepts de tout le monde au même niveau. Puis après ça, on va passer à travers des questions qui vont être de plus en plus bibliothéconomiques, beaucoup plus liées au contexte scolaire. Aussi, ma limitation, c'est que je ne travaille pas dans une bibliothèque scolaire, donc je m'en tiens à la théorie. On va dire ça. Donc, le droit d'auteur s'insère dans les droits de propriété intellectuelle. Alors, il faut vraiment comprendre le droit d'auteur comme un type de propriété intellectuelle, comme fruits, bananes. Des fois, les gens ils mélangent les deux, la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, tout ça. Vous avez d'autres catégories de propriété intellectuelle à l'écran, les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels. Et oui, vu que je travaille à Concordia, mes acétates sont bilingues, c'est une déformation de bilingual person. Fait que le droit d'auteur, c'est une catégorie de propriété intellectuelle. Ça s'applique aux œuvres, donc la culture, les œuvres artistiques, littéraires, dramatiques, musicales. On parle là, des livres, de la musique, des pièces de théâtre, des images, des portraits, des photos. Tout finalement, tout le matériel brut de la culture. Et de toute évidence, c'est ce qu'on utilise dans les écoles parce que c'est partie prenante du processus de l'enseignement que d'utiliser des œuvres culturelles, de savoir, d'information. Donc l'idée, c'est que finalement, le droit d'auteur, c'est le régime juridique principal qui s'applique à l'utilisation des œuvres. Le droit d'auteur, tout simplement, c'est le contrôle sur l'utilisation de l'œuvre. Ce n'est pas tous les contrôles. Tous les types d'utilisation ne sont pas nécessairement contrôlés. Il y en a deux principales catégories d'utilisation qui sont contrôlées dans le contexte du droit d'auteur. La première, c'est un contrôle pour préserver la valeur économique de l'œuvre. C'est-à-dire que si tout le monde peut faire ce qu'on veut avec toutes les œuvres protégées par droit d'auteur, ça devient difficile d'avoir un effet de rareté pour qu'un marché survienne autour de l'œuvre. Donc, si tout le monde peut télécharger un fichier MP3, quelle est sa valeur? Probablement zéro. Donc, il n'y a pas de marché qui peut survenir autour de l'œuvre. C'est pour ça qu'on interdit des usages, qu'on empêche des usages pour qu'il y ait un effet de rareté. C'est vraiment une rareté artificielle créée dans la loi, mais le but, c'est de justement permettre l'émergence de marchés. Donc, protéger le marché économique de l'œuvre, l'économie, l'argent, les profits. Deuxième protection, c'est pour protéger l'auteur, le créateur original. C'est là qu'on va parler de droits moraux. Okay? On en parle, au Canada, on en parle beaucoup. Aux États-Unis, ce n'est pas reconnu dans la loi américaine. Donc, si vous regardez du côté des anglo-saxons, ils sont moins portés à parler des droits moraux. Les Français sont très forts là-dessus. Si vous lisez des sources françaises, ils vont parler beaucoup des droits moraux. Donc, on a des droits moraux au Canada qui restent au créateur original, peu importe si les droits sont transférés dans une économie, dans une chaîne de diffusion, là, éditeur, diffuseur, libraire, etc. Les droits moraux, généralement, ça reste au créateur original et ils vont persister malgré l'économie qui s'entoure de là. Est-ce que ça va? J'ai l'impression que j'ai tellement dit ça souvent là, que je pourrais débiter ça les yeux fermés. Puis j'espère que je vous perds pas trop parce que ça devient de plus en plus intéressant. Ça, c'est la partie plate, là, puis ça me fait plaisir de la faire avec vous. Alors là, à l'écran, vous avez mon acétate qui couvre tout le droit d'auteur en une acétate ou moins, en deux langues en plus. C'est quand même beaucoup à rentrer sur une seule acétate.
Donc, je résume en haut droit économique et artistique, donc droit pour établir des marchés et le droit moral. On parle d'un droit exclusif d'exploitation. Celui qui détient le droit d'auteur, qui n'est pas nécessairement le créateur original, celui qui détient le droit d'auteur a le droit d'interdire la production de son œuvre. Donc, si c'est une pièce de théâtre, de produire une pièce de théâtre, de la monter, comme on dit, de reproduire une œuvre, donc le droit d'interdire de faire des photocopies. L'exécution en public, de montrer un film en public, c'est l'exécution en public. De la publier, donc une première mise à disposition sur un marché de l'édition. Donc, si je suis un auteur d'un manuscrit et vous le diffusez avant d'avoir mon autorisation, là, vous êtes dans l'eau chaude. Et ça, c'est les droits globaux du droit d'auteur: production, reproduction, exécution en public, publication. C'est les 4 droits principaux mentionnés dans le préambule de l'article 3. Et ensuite, vous avez toute une série, une douzaine de droits précis qui sont édictés. Le droit d'adapter une œuvre, le droit de traduire une œuvre. Il y en a vraiment une bonne douzaine, là. Puis, je veux juste mentionner, adapter, là, c'est pas prendre l'image de quelqu'un puis l'adapter pour vos besoins. L'adaptation, c'est de prendre un roman puis de faire un film avec, là. C'est pas... Il faut prendre le sens juridique du terme, pas le sens public ou global. Enfin, je passe à... Donc, l'idée, c'est qu'il y a une série d'usages qui sont interdits par la loi. Puis ça, ben, on le sait, je n'apprends rien à personne, mais il faut connaître quels droits sont interdits et quels droits ne sont pas interdits. Parce que ça aussi, c'est important. Par exemple, dans l'article 3, on parle d'une interdiction qui s'applique sur une œuvre entière ou une partie substantielle de l'œuvre. Donc, il y a des gens qui ont développé la théorie juridique de la non-substance ou l'utilisation triviale d'une œuvre. Donc, il y a ces théories-là qui peuvent émerger quand on lit la loi avec des yeux un peu croches, là. Mais bon. Alors, le droit d'auteur, c'est automatique, OK, dès qu'il y a fixation d'une œuvre originale. OK? Donc, c'est automatique. Je fais un petit grabouillis sur un papier, là, ben, c'est protégé par droit d'auteur parce que l'œuvre, ce n'est pas la copie d'une autre œuvre. C'est ça la définition formelle de l'originalité. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il faut juste que ça ne soit pas une copie de quelque chose d'autre. Et que ça soit original, c'est-à-dire, oui, c'est ça c'est l'originalité. La fixation, c'est vraiment que ce soit un fichier numérique, un bout de papier, une plaque cellulose de caméra là, pour des photos. Là. Ça, c'est une fixation. Donc, ça peut être un fichier numérique absolument. Le droit d'auteur s'applique sur les œuvres numériques sans problème. Donc, c'est automatique, il n'y a pas de formalité. Si vous voulez réellement, vous pouvez remplir un formulaire que le gouvernement fédéral vous offre pour 50 $, mais la loi dit que ce n'est pas obligatoire pour détenir un droit d'auteur sur une œuvre. La fixation et l'originalité, ça donne automatiquement un droit d'auteur. La durée, il y a un terme au droit d'auteur. Le droit d'auteur cesse d'interdire les usages, généralement 50 ans après la mort du créateur original, dans quel cas l'œuvre tombe dans le domaine public. Mais là, si vous êtes une compagnie multinationale qui détient un catalogue complet d'œuvres, je ne dirais pas leur nom, mais ils viennent d'acheter Star Wars, là, ben leur truc à eux, c'est de faire une version remasterisée de leur catalogue à tous les 20 ans pour que l'œuvre, pour changer la date du droit d'auteur pour qu'elle soit perpétuellement renouvelée. Alors, est-ce que cette remasterisation-là donne à une œuvre originale qui remet à zéro le compteur du terme du droit d'auteur? La question est lancée, là, je ne répondrai pas à cette question, mais je vous donne des éléments pour comprendre la dynamique qui s'insère dans les marchés culturels à certains endroits. Enfin. Donc, la durée, après ça, l'œuvre tombe dans le domaine public. La durée au Canada, c'est encore 50 ans après la mort du créateur original. Aux États-Unis, on parle de 70 ans et en Europe continentale aussi. Au Mexique, c'est 100 ans. Donc, la loi du pays où vous êtes, c'est la loi qu'on applique. Puis c'est pour ça que si vous suivez le débat des classiques des sciences sociales, qu'on voit une fois de temps en temps dans Le Devoir, là, Christian Rioux se plaindre, là, vu qu'il est à Paris, c'est le correspondant à Paris, là, que les éditeurs français sont fâchés qu'on diffuse des œuvres sur le site web des classiques des sciences sociales parce qu'ils sont dans le domaine public au Canada, mais ils sont encore sous droit d'auteur en France. C'était le cas récemment d'Albert Camus, qui est mort il y a 50 ans, donc en théorie c'est dans le domaine public au Canada, mais pas en France. Enfin, mais vous voyez le genre de dynamique qui s'insère quand on tombe dans Internet et puis un serveur au Canada est accessible à travers le monde. Alors on s'amuse follement. La durée. La titularité. Donc, qui possède le droit d'auteur? Ça, c'est vraiment important à comprendre, surtout si on songe éventuellement, qu'on va parler plus tard, à faire des démarches pour obtenir des autorisations pour utiliser des œuvres dans le cadre du droit d'auteur de l'interdiction.
c'est pas nécessairement le créateur original. Parce que généralement, quand on édite un livre, on cède certains droits, tous nos droits, on les transfère, on les loue à un éditeur. Okay? Donc, même malgré le fait qu'on soit le créateur original, qu'on ait toujours des droits moraux, il se peut que le droit d'autoriser la reproduction d'un livre soit détenu par un éditeur, par un tiers. Okay? Parce que des fois, on dit « Ah, on va appeler l'artiste, on va lui demander qu'est-ce qu'il pense de mon projet, puis s'il me dit « OK, cool, je le fais ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment comprendre quand l'œuvre a été mise en marché, quels droits ont été transférés à qui, puis est-ce que ces droits-là sont ceux dont j'ai besoin. Donc, s'assurer que l'interlocuteur qu'on a pour les droits les détient réellement. Puis c'est pour ça, honnêtement, là, des fois, les sociétés de gestion collective, c'est vraiment utile pour ça parce qu'eux, ils couvrent cette problématique-là. Mais on va en parler encore dans quelques instants. Donc, le titulaire, c'est le créateur, mais il y a souvent un transfert ou une licence du droit. Ou quand c'est une œuvre créée dans le cadre d'un emploi, c'est l'employeur qui possède le droit d'auteur. Donc, si vous voulez utiliser une affiche d'une commission scolaire, puis vous demandez à votre collègue qui a créé l'affiche, le graphiste, puis il dit « Ben oui, vas-y, comment, il n'y a pas de problème. » Ben en théorie, hein, si on va être théorique, c'est la commission scolaire qui possède le droit, puis il faut demander à la personne autorisée par la commission scolaire à céder des licences d'utilisation dans le cadre du droit d'auteur. Vous allez dire « Ouais, mais il n'y a personne qui fait ça encore dans les commissions scolaires. » Effectivement, c'est un cas problématique. Si vous voulez mon humble avis, c'est une des affaires à régler dans les commissions scolaires, comme dans les universités, comme dans la plupart des cas où il y a des œuvres qui sont possédées par des commissions scolaires ou d'autres entités, puis de savoir comment obtenir leur autorisation, puis d'opérer ça. On va en parler encore, j'espère. Le transfert se fait par écrit. Donc, il y a deux façons dans le droit d'auteur. On peut louer un droit d'auteur ou on peut l'acheter, comme une maison. Je peux louer une maison ou je peux l'acheter. Quand je la loue, j'ai un droit limité qui est souvent non exclusif. Okay? On parle d'une licence. Ça, c'est une location de droit. Quand on parle d'une cession de droit, il y a un transfert, il y a une vente. La personne à qui on transfère notre droit en devient le propriétaire et on n'est plus propriétaire de notre propre droit d'auteur. Okay? Donc, licence, qui est une location, ou un transfert qui est une vente de droit. Okay, ça, c'est dans le... Puis le transfert doit se faire par écrit. Il n'y a aucune autre façon. Quand vous voulez... une licence, ça peut se faire verbalement, quoique ça n'est pas encore écrit comme ça. C'est mieux d'avoir tout le temps d'avoir ça par écrit. De toute façon, il y a des écrits, c'est tout le temps mieux. Là. Mais ça prend un contrat écrit. Finalement, on va dire de même, là, ayez-les par écrit. Un accord verbal, c'est pas assez. Et bon, là, j'avais montré le droit moral, là, qui est un droit qui reste au créateur original malgré une diffusion de l'œuvre dans une chaîne économique où il y a un transfert de droits, des licences de droits, des sous-droits, toutes sortes de trucs folles qui se passent. Puis là, on parle, le droit moral, on parle de l'intégrité de l'œuvre. Donc, l'idée qu'un artiste a une démarche artistique que l'on doit respecter, donc on ne peut pas la modifier comme on veut, et qu'il faut en assurer la paternité. Donc, de dire, cette œuvre-là a été créée par telle personne. La première acétate couvre notre droit moral. Je suis bien heureux de le voir pour moi et mes co-créateurs d'une œuvre en collaboration ici, que notre droit moral de paternité est assuré par la première acétate où il listait tous nos noms. On est nommé, donc voilà. C'est la paternité de l'œuvre de dire j'en suis le créateur. Donc ça, c'est le canevas global de la loi. Puis chacune de ces lignes-là, ça représente un article précis de la loi. Puis j'ai vraiment suivi la structure de la loi. Le droit exclusif, c'est l'article 3. La fixation, c'est l'article 6. Là, il y a des avocats dans la salle. Là, je me trompe peut-être d'un ou deux, plus ou moins un article. Là. Mais l'idée, c'est que ça vous présente peut-être les 15 premiers articles de la loi pour comprendre la structure juridique du droit d'auteur. Je sais que vous êtes déçus, hein? Parce que là, on ne s'amuse pas avec ça. Je vais vous donner mon exemple préféré, OK? J'ai été co-gestionnaire d'une galerie d'art sans but lucratif qui s'appelait la Société des arts sur papier. Puis ça m'arrivait, quand on faisait des vernissages, de voir des gens qui arrivaient à nos vernissages, qui prenaient un verre de vin, là, parce qu'on donnait le... Ah non, c'était de la bière, c'est vrai. Puis qui avaient leur cellulaire, là, puis qui aimaient quelque chose, puis clac, clac, clac. Ils prenaient des photos avec leur cellulaire. Bon, OK. Là, je me dis, bon, c'est correct, là, ils ont un droit... Je voulais pas briser le fun de la soirée, mais là, je me demandais. Puis là, je me suis dit, ben voyons, mettons, OK, une de ces personnes-là, c'est une blogueuse. Puis elle a un blog d'art contemporain à Montréal, puis elle couvrait l'événement. Puis elle disait, vernissage pourri à la Société des arts sur papier. Puis là, elle mettait des photos
de l'artiste, des œuvres de l'artiste, en disant « Regardez comme c'est pas bon, mon Dieu, ta, 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 ta. » Là, je me dis, ben, est-ce que j'aurais été capable, moi, comme bibliothécaire, défenseur de la liberté intellectuelle puis la liberté de discussion dans notre société, de lui envoyer une mise en demeure en disant « Retirez les images de mon artiste en vertu de son droit d'auteur. » Okay? Est-ce que je peux prétendre que mon droit, parce qu'on avait des droits en vertu du contrat de diffusion avec les artistes, on se prenait des droits pour opérer le marché qu'on avait, est-ce que je peux prétendre avoir ce droit qui s'étend jusqu'à là? Puis là, j'ai mis des citations, bon, Coudon, un anarchiste français du 19e siècle, là, je suis peut-être un peu fort, là, mais j'aime beaucoup plus celle de Thomas Jefferson, un des pères fondateurs des Américains, qui dit essentiellement « Celui qui allume la chandelle à la mienne reçoit de la clarté sans m'en dérober ». Et puis c'est là qu'on arrive à les questions d'exception au droit d'auteur. Parce que si on doit laisser à des marchés l'exploitation de notre culture, de notre savoir et de notre information dans notre société, bien là, on peut faire face à des situations où soit qu'il y a des externalités négatives dans les marchés d'information, comme des coûts de transaction élevés, ou des coûts d'information où on ne trouve jamais le titulaire, où ça prend trop de temps, où ça prend trop de ressources pour obtenir l'autorisation. C'est pour ça que la loi prévoit des exceptions génériques telles que l'utilisation équitable, ou des exceptions précises. Puis j'ai ici une limitation, parce que ça aussi, c'est très important de le mentionner. Dans le contexte de l'utilisation d'une œuvre, les limitations s'appliquent aux sociétés de gestion collective. Parce que souvent, une façon vraiment simple de régler un problème de droit d'auteur, c'est d'avoir une licence avec Copybec, par exemple. C'est pour ça que le ministère de l'Éducation a retenu une licence avec Copybec. Puis ça, on va en parler aussi, là. Lisez-la, là. Comprenez-la. Si vous êtes ici maintenant dans cette salle, puis vous travaillez dans un milieu scolaire, puis vous ne connaissez pas votre licence Copybec, shame on you. Parce que ça coûte très cher, puis ça permet souvent les affaires que vous voulez faire avec, par exemple, des examens, puis toutes sortes de trucs là, c'est défini là-dedans. Fait que ça fait partie de moi ce que j'appelle ce qui n'est pas le contrôle, parce que la théorie du droit d'auteur fait que ça interdit, mais la licence Copybec, c'est une préautorisation pour utiliser un corpus d'œuvres. Ça aussi, ça fait partie de l'appareillage sémantique, de l'appareillage conceptuel en arrière des exceptions. Une exception, c'est une utilisation sans permission et sans rémunération. Puis une limitation, c'est une utilisation sans permission, mais avec rémunération. C'est-à-dire que dans les deux cas, on ne demande pas formellement la permission au titulaire original, au titulaire légitime, mais dans le cas de la limitation, donc la licence Copybec, il y a une rémunération. Puis dans le cas de l'exception comme telle au Canada, bien, il n'y a pas de rémunération. OK? Là, je vous ai perdu complètement. Je sais. Bon, mais on va... mes collègues, ils vont reprendre ça puis ils vont mettre ça dans des cases un petit peu plus compréhensibles. Là, je vais parler rapidement de séances et des jugements de la Cour suprême parce que cet été, moi, j'ai eu une petite fille. Elle a maintenant 3 mois. Elle est super belle, je l'adore. Ma deuxième fille. Ma première fille a 22 mois. Mais en plus, le Parlement canadien nous a donné naissance à la loi C11, la loi modernisant le droit d'auteur, qui est devenue le chapitre 20 des lois annuelles du Canada, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de détails, et l'ordre du Conseil privé pour mettre en œuvre le chapitre 20 des lois annuelles du Canada de 2012, ou la fameuse loi C11 du Parlement, vient d'être émis le 26 octobre dernier, donc il y a quelques jours. Et puis, dès que cet ordre est publié dans la Gazette officielle du Canada, partie 2, donc soit début novembre, ou en tout cas dans les prochaines semaines, dès qu'elle est publiée par la Gazette officielle, C11 entre en vigueur. Okay? Donc, on parle d'une entrée en vigueur imminente. Puis, entre autres choses, la loi C11 crée un droit de mise à disposition. Vous savez qu'au début, quand j'ai parlé, les droits du titulaire, publier, reproduire, exécuter en public, produire, bien, il rajoute une autre catégorie, la mise en accessibilité par Internet. Fait qu'elle est formellement reconnue, donc poster en ligne, mettre en ligne, c'est reconnu. Enfin, mais les gens disaient « Ah, ça rentre dans une autre catégorie de droit. » Enfin, ça met fin à ce débat-là. On introduit aussi l'éducation, le mot éducation comme catégorie d'utilisation équitable. Donc, la plupart des affaires qui se passent dans nos écoles pourraient potentiellement se qualifier d'utilisation équitable, mais on va voir que ça prend un petit peu plus de travail que juste crier ciseaux puis que c'est fait. Ça prend en fait un chantier qu'on est en train de mener. Donc ça, c'est C11. Donc, elle rentre en vigueur, elle élargit l'utilisation équitable, elle va introduire des concepts comme des leçons numériques, comme des verrous numériques, comme toutes sortes de nouvelles technologies qu'on entre dans la loi, qu'il faut comprendre. Puis ça,
on va essayer de le faire. Et 5 jugements, donc, de la Cour suprême cet été qui ont défini des concepts comme la neutralité technologique, le droit de faire des photocopies multiples dans les classes, et qui ont en fait, la plupart d'entre elles traitaient de l'utilisation équitable d'une façon ou d'une autre. Et puis, c'était des renvois pour étudier des décisions de la Commission du droit d'auteur du Canada, qui est comme un tribunal administratif, qui, selon la plupart des gens, avaient mal compris l'application de l'utilisation équitable, qui la limitait trop. Puis globalement, la Cour suprême a dit effectivement, l'utilisation équitable, c'est plus large que ce que la Commission du droit d'auteur avait défini. C'est quand même assez intense comme été. Et puis, je dors pas à cause de ma fille, fait que ça me donne plein de temps pour lire tous ces beaux documents excessivement longs. Donc, l'idée, finalement, l'idée avec tout ça, c'est qu'on est face à une loi qui se complexifie. On a à la fois des marchés qui ne répondent pas nécessairement à nos besoins, des marchés numériques. On a des communautés qui nous crient après pour qu'on embarque dans le numérique, mais on ne trouve pas nécessairement la source, on ne trouve pas les documents dont on a besoin pour répondre à leurs besoins. Puis là, il y a le droit d'auteur en plus qui s'insère là-dedans. Ah, c'est vraiment le fun d'être bibliothécaire, hein, maintenant. Moi, je suis content d'être bibliothécaire, je ne sais pas pour vous, là. Fait que je vais m'arrêter ici, mais au moins, je vous ai brossé un portrait large de ce que c'est le droit d'auteur, comment ça s'opère. Puis là, je vais laisser à mes collègues le soin d'amener ces concepts-là dans un contexte scolaire et puis de parler des efforts qu'on a fait dans le cadre du chantier pour expliquer ça puis s'appréhender le droit d'auteur pour nos communautés. Donc, Olivier Ménard. Merci, Olivier. En fait, la partie de mon travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment la partie, le modèle schématique qu'on a essayé de mettre en place, le schéma de décision qu'on pourrait appeler, lorsqu'on est face à une utilisation d'une œuvre protégée dans le contexte scolaire. Donc, je préfère vous avertir tout de suite, c'est pas un modèle qui est linéaire, donc ça peut avoir l'air un peu complexe a priori, mais en fait, on va essayer de mettre ça le plus clair possible pour que ça soit, dans le fond, facilement intégrable pour vous à ce niveau-là. Donc, ici, notre objectif, c'est vraiment l'utilisation d'un droit réservé d'une œuvre protégée. En fait, Olivier en a déjà parlé de toute façon tout à l'heure. Les droits réservés, ce que c'est essentiellement les prérogatives du créateur ou du titulaire du droit d'auteur par rapport à l'utilisation de son œuvre. Donc, publier, reproduire, exécuter en public, produire, traduire ou mettre en ligne. Donc, ça, c'est les prérogatives du titulaire du droit d'auteur. C'est la première chose à savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'une œuvre protégée? Olivier, encore une fois, l'avait déjà mentionné tout à l'heure. Quelles sont les conditions qui font qu'une œuvre est protégée? C'est qu'elle est fixée, qu'elle est originale et qu'elle ne fait pas partie du domaine public. Donc, le droit d'auteur est encore valide à ce moment-là. Si notre objectif, c'est vraiment l'utilisation de l'œuvre, il y a une première partie du travail qui dans le fond, nécessite en fait, de se poser des questions sur est-ce qu'il y a une préautorisation de l'œuvre en question. La préautorisation peut être fournie de deux manières différentes. La première façon, c'est par rapport aux ententes entre le MELS et les sociétés de gestion collective. Donc, est-ce qu'il y a une entente qui couvre l'utilisation que je projette de faire dans mon milieu? Donc, je rappelle rapidement qu'une société de gestion, c'est elle qui administre finalement les droits à la place des titulaires. Donc, voilà. Est-ce que, cette première question-là, c'est vraiment l'entente entre le MELS et les sociétés de gestion. Il y a 4 sociétés de gestion qui ont contracté une entente avec le ministère de l'Éducation pour l'utilisation d'œuvres protégées. Donc, Copybec pour la reproduction d'œuvres imprimées, la SOCAN sur l'exécution publique d'œuvres musicales, la SODRAC pour la reproduction d'œuvres musicales et d'enregistrements sonores, et la SOCAD pour la représentation d'œuvres dramatiques, donc les pièces de théâtre. La deuxième question qu'on peut se poser pour savoir s'il y a une préautorisation qui nous permet d'utiliser, finalement, c'est la licence Creative Commons. Donc, est-ce que l'œuvre finalement qu'on veut utiliser est diffusée sous le Creative Commons qui constitue à ce moment-là une préautorisation. Donc, l'intérêt finalement de faire appel à des ressources publiées en Creative Commons, c'est vraiment de faciliter la diffusion d'une utilisation à plus grande échelle
Et l'avantage de cet outil-là aussi, c'est la flexibilité que ça nous permet aussi lorsqu'on lorsqu'on veut créer une œuvre, par exemple. Et pour les besoins de la cause, là, je rappelle rapidement les 4 modules, les 4 conditions qui peuvent être utilisées pour créer une licence Creative Commons. Donc, la paternité, donc la reconnaissance de la paternité de l'œuvre à chaque utilisation. Pas d'utilisation commerciale, donc on conserve finalement les droits commerciaux sur l'œuvre en question. Pas de modification, donc on conserve l'intégrité de l'œuvre, comme le dit Olivier tout à l'heure. Et finalement, la dernière condition, c'est le partage dans les mêmes conditions. Donc, la licence, finalement, va toujours se poursuivre parce qu'on est obligé, finalement, de partager le document modifié. Donc, ça implique, finalement, qu'il y ait une modification même de l'œuvre originale. À ce moment-là, la licence devra être la même que celle de l'auteur original. Ensuite de ça, si on répond oui à une des 2 questions énoncées précédemment, l'utilisation, évidemment, est permise. Donc, j'ai mis un petit dessin qui fait wouhou. La seule chose, par contre, c'est à certaines conditions. Donc, si, par exemple, une entente entre le MELS et une société de gestion collective couvre l'utilisation qu'on souhaite faire, il faut aller justement lire le détail de l'entente. Donc, pour savoir dans quel contexte on peut utiliser telle œuvre et qu'est-ce qu'on veut en faire aussi. Donc, c'est vraiment important d'aller voir le détail de chacune des ententes. Évidemment, il faut aller voir aussi, si on utilise une œuvre qui est publiée sous licence Creative Commons, quelles sont les conditions dictées par le créateur original. Évidemment, si la réponse aux questions précédentes est non dans les 2 cas, en fait, il y a quand même des choix possibles. Il faut seulement envisager le problème d'un autre point de vue. Donc, il y a 4 éléments qu'on peut aborder finalement. Demander la permission au titulaire des droits, invoquer une exception ou une utilisation équitable qui sont inscrites dans la loi sur le droit d'auteur, ne pas utiliser l'œuvre et créer finalement une nouvelle œuvre carrément. On va regarder ça rapidement ensemble, les différentes possibilités un peu de plus près. Donc, la demande de permission, comme le disait Olivier tout à l'heure, c'est lorsqu'on demande la permission au titulaire des droits, c'est toujours préférable de le faire par écrit pour avoir une trace, justement, une preuve. L'autre élément, c'est qu'on doit accorder au titulaire des droits un délai raisonnable pour répondre à notre demande. Et là, la question que je lançais comme ça, c'est est-ce que le délai habituel pour le paiement d'une facture, qui est habituellement de 30 jours, peut être jugé raisonnable? Donc, à ce point de vue-là, c'est à déterminer, là, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans une politique institutionnelle. Je vais y revenir un peu plus tard de toute façon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'il n'y a pas de réponse de la part du titulaire des droits, ça ne veut pas dire qu'on consent à l'utilisation. Donc, à ce moment-là, l'adage populaire là, qui ne dit mot consent, ça ne peut pas s'appliquer comme ça. Donc, on ne peut pas, finalement, utiliser l'œuvre s'il n'y a pas de réponse positive de la part du titulaire des droits. Donc, s'il n'y a pas de réponse ou s'il n'y a pas de réponse positive, il faut envisager une autre solution. Les exceptions à la loi sur le droit d'auteur. Les exceptions à la loi sur le droit d'auteur permettent finalement à une catégorie d'utilisateurs d'en faire un usage sans avoir de permission à demander, sans avoir à verser de redevance. Pour le milieu scolaire, il y a plusieurs exceptions qui peuvent s'appliquer. J'en ai indiqué ici 4. Donc, la reproduction manuscrite d'une œuvre sur une surface destinée à recevoir des inscriptions manuscrites, un tableau. On peut aussi appliquer ça aux nouvelles technologies. Donc, par exemple, un tableau numérique interactif. On peut écrire, dans le fond, faire des notes manuscrites et reproduire une œuvre de cette façon-là. La même chose pour une reproduction d'une œuvre, pour projeter une image au moyen d'un rétroprojecteur. Donc ça, c'est moins fréquent un petit peu, mais les nouvelles technologies encore, on peut les utiliser à ce moment-là. Donc, si on n'utilise pas un rétroprojecteur, on peut utiliser encore une fois un tableau numérique interactif. C'est la même chose pour les besoins d'un examen ou d'un contrôle. La reproduction, la traduction, l'exécution en public d'une œuvre, c'est possible de faire ça si c'est pour un examen ou un contrôle. La même chose pour la communication par télécommunication d'une œuvre, toujours dans les locaux de l'établissement d'enseignement. Ensuite de ça, si on n'utilise pas les exceptions, qui ne peuvent pas être appliquées par exemple, on peut justifier notre utilisation de l'œuvre par l'utilisation équitable. Et la loi dicte 5
finalement 5 possibilités à ce niveau-là. Donc, pour l'utilisation équitable, c'est au niveau de la recherche, de l'étude privée, de la critique, du compte-rendu, de la communication des nouvelles. Évidemment, pour que l'utilisation soit considérée comme équitable, c'est préférable, en fait c'est toujours préférable, d'indiquer la source de l'œuvre qu'on utilise. Olivier en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le jugement CCH de 2004 a aussi permis de déterminer 6 critères pour justement valider si l'utilisation est équitable ou non. Donc, il y a 6 critères: le but de l'utilisation, la nature de l'utilisation, l'ampleur, les solutions de rechange à l'utilisation, la nature de l'œuvre aussi, et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre. En fait, c'est vraiment de voir est-ce que l'utilisation peut être dommageable pour l'œuvre en tant que telle et pour le créateur ou le titulaire des droits. Mais plus encore, le jugement a permis de démontrer la nécessité de baliser finalement l'utilisation équitable à l'intérieur même d'une politique institutionnelle. Donc, c'est vraiment de se fixer nous-mêmes des limites sur qu'est-ce qui est équitable de faire par rapport aux besoins qu'on a. Et ça c'est un des mandats que le chantier s'est donné. Finalement, c'était d'en arriver finalement à déterminer, à créer carrément une politique institutionnelle qui pourrait s'appliquer pour le milieu scolaire. Une autre des options, ne pas utiliser l'œuvre. Même si on décide de ne pas utiliser l'œuvre, on n'est pas encore à court de solutions. On pourrait, par exemple, choisir une autre œuvre protégée et refaire la même démarche que je viens d'illustrer ici. Rechercher une œuvre appartenant au domaine public. On pourrait aussi sélectionner une œuvre pour laquelle une utilisation dans un contexte pédagogique est autorisée. Donc, par exemple, les œuvres diffusées sous licence Creative Commons. Finalement, pour le milieu scolaire, c'est toujours la dernière solution parce que c'est celle qui demande le plus de temps, mais c'est la création d'une nouvelle œuvre. Donc, à ce moment-là, ce qui est important de faire, c'est vraiment de déterminer en tant que créateur, donc on parle des enseignants, des élèves, même les bibliothécaires aussi, de déterminer les utilisations possibles. Évidemment, afin que la diffusion du document, de l'œuvre, soit la plus facile, c'est toujours préférable d'utiliser une licence Creative Commons si on a la possibilité de le faire, justement afin que ça soit diffusé à grande échelle sans contrainte ou avec le moins de contraintes possible. Et finalement, donc, pour résumer tout ce que je viens de vous dire, finalement, là, c'est ça qu'il faut faire, grossièrement. Là. Le tableau résume pas mal ce que je viens de dire. Donc, on voit d'un côté le triangle préautorisation. Donc, est-ce qu'il y a une entente avec une société de gestion qui me permet d'utiliser le document? Est-ce que la licence fournie par le créateur du document me permet l'utilisation? Sinon, on a les autres options qui ont été élaborées. Et puis, sur ce, je laisse la parole à Sophie Morissette qui va vous présenter finalement le premier exemple concret à partir de ce que je viens de vous montrer comme modèle. Bonjour. Attends, il faut que tu reviennes au top de sortie. Escape, ouais. Puis il faut Alors, moi, je suis ici pour vous présenter un exemple concret de l'usage d'œuvres en milieu scolaire. Et ces usages, comme de raison, ont nécessité une réflexion sur l'utilisation des droits d'auteur. On va étudier ensemble de quelle façon les droits d'auteur ont été respectés dans la conception de sacs d'histoire bilingues dédiés aux préscolaires. Donc, ces sacs d'histoire ont été confectionnés dans le but de les prêter à des familles pour que les élèves du préscolaire les apportent à la maison pour partager la lecture d'un album de qualité et l'écoute de chansons dans le milieu familial. Le contenu de chaque sac est choisi en fonction d'un thème précis. Alors, chaque sac contient 2 albums, un en français et un en anglais, puis un CD sur lequel est gravée une chanson en anglais et une chanson en français. Est-ce que je peux remplir mes sacs avec des œuvres littéraires et des œuvres sonores et les prêter impunément aux familles? Ma réponse est oui, certainement, on l'a fait, mais à quelles conditions?
Mon sac utilisé pour notre exemple portera sur le thème des oiseaux. Dans mon sac d'histoire, j'insère 2 livres sur le thème des oiseaux, donc l'album 10 oiseaux de Sibel Young et l'album Boo-Hoo Bird de Jérémy Tankard. Ces albums ont été achetés conformément à la loi 51 et appartiennent donc à ma bibliothèque scolaire ou encore au centre de documentation de la commission scolaire. Je peux donc sans problème les prêter aux enfants et à leurs familles au même titre que n'importe quel livre qui se trouve dans ma bibliothèque scolaire ou qu'une bibliothèque municipale. Dans mon sac d'histoire, je désire proposer 2 chansons sur le thème des oiseaux. La chanson en français choisie, c'est « À la volette » et je désire utiliser la version chantée par Carmen Campagne. C'est assurément une œuvre qui est protégée par la loi des droits d'auteur. Le texte de la chanson est probablement libre de droit, mais la version enregistrée par Carmen Campagne est protégée. Sauf que la version à la volette chantée par Carmen Campagne est incluse dans l'entente de la Société de gestion, donc la SODRAC dont parlait Olivier, et le ministère de l'Éducation. Si vous rendez sur le site de la SODRAC et vous consultez le répertoire, vous pourrez constater que tous les ayants droit autour de cette production-là, de la chanson de Carmen Campagne, ils ont tous accepté d'être représentés par la Société de gestion. Donc, je peux utiliser cette chanson, la graver et l'envoyer dans les maisons sans problème. Et étant donné qu'il y a une entente entre le ministère et la SODRAC, je n'ai pas à en aviser la SODRAC. Donc, je peux donc graver la chanson, chantée par Carmen Campagne, sur un CD, à condition que le CD d'origine soit légalement acquis et que, bien entendu, j'utilise ce CD uniquement dans un contexte pédagogique. Now, what about my English song? Toujours sur le thème des oiseaux, je désire graver, par exemple, la chanson Sing Robin. C'est une chanson traditionnelle anglaise. Le texte lui-même n'est donc pas protégé. Par contre, les différentes versions enregistrées par des artistes sont protégées. Tournons-nous donc vers la SODRAC. La chanson Sing Robin est-elle chantée par un artiste qui a signé une entente avec la SODRAC? Non. En voici la preuve noir sur blanc. Il faut savoir que la SODRAC propose surtout un contenu francophone. Je ne peux donc pas graver la chanson Sing Robin sur mon CD, mais j'y tiens vraiment à cette merveilleuse chanson, alors que faire? Je pourrais bien sûr baisser les bras puis choisir une autre œuvre et vérifier s'il y a une entente à propos de cette œuvre entre la SODRAC et le ministère. Étant donné que la chanson est du domaine public, je pourrais aussi m'auto-graver sur un CD, chanter moi-même la chanson et la distribuer. On va se garder une petite gêne. Et je peux aussi choisir une œuvre appartenant au domaine public. Qu'est-ce à dire? Je peux chercher sur le web des versions enregistrées par des gentils inconnus qui partageraient volontiers leur talent. Étant donné que la chanson est du domaine public, si monsieur a décidé de l'enregistrer avec sa guitare et de la rendre disponible sur Internet, puis qu'il dit que c'est libre de droit, je peux très bien aller la chercher. Donc, si l'interprète est d'accord. Le site Creative Commons propose des banques de chansons libres de droit. Vous pouvez aller sur le site de Jamendo, justement, eux, c'est la chanson libre de droit. Mais malheureusement, Jamendo ne proposait pas Sing Robin. Quel malheur. Par contre, en faisant quelques recherches sur le web, j'ai trouvé des sites de partage de musique et finalement, sur le site Free Kids Music, Sing Robin était là. J'ai donc pu télécharger la version, ma foi, très potable de ce classique anglais. Pour utiliser ce matériel gratuit, il suffit de respecter les conditions émises sur chacun des sites. En français, vous trouverez des pièces libres de droit téléchargeables gratuitement et légalement sur des sites tels que SteffiProd ou FPFCB. En anglais, nous avons vu Free Kids Music, il y a aussi Free ABC Songs et le site de Victor Johnson. Il y en a sûrement d'autres aussi. Alors voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller.
J'avais prévu vous chanter Sing Robin, mais mon temps est écoulé, alors je vais laisser la parole à Marielle. Il y a le temps des questions à la fin. Hein? OK. Comme second exemple, j'ai décidé de partir de l'exécution publique d'une œuvre littéraire sur un tableau numérique interactif. Pour une mise en contexte, je pars d'une question qu'on se fait souvent poser en milieu scolaire, soit un enseignant qui souhaite effectuer souvent une lecture collective avec ses élèves d'une version, là je précise numérique, d'une version numérique et non papier. Vous allez comprendre plus tard pourquoi j'insiste sur le numérique pour le moment. Par exemple, de l'album Juliette et Roméo qui est paru aux éditions Urtubise sur un TNI. Donc cet enseignant-là, le bibliothécaire, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le droit d'auteur me permet de projeter un album sur un TNI? La réponse est non. Pourquoi? Là, je vais vous lire un extrait de la loi qui est le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public. Bref, tout ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est un droit réservé par le droit d'auteur. On n'a pas le droit. Deuxième question que je vais me poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'il existe une entente entre une société de gestion, par exemple Copybec ou autre, entre le MES et le MES qui me permettrait d'exécuter une œuvre littéraire sur un TNI? Non, dans ce cas-ci, c'est pas permis. Il n'y a pas d'entente. Je vais passer à une autre étape de mon processus, qui est est-ce que le milieu de l'enseignement bénéficie d'une exception à cet égard? Oui. Et là, on doit se référer à l'article 29.4 de la loi, qui spécifie qu'il ne constitue pas une violation du droit d'auteur, le fait, et j'ai pris la peine de souligner cette partie-là parce qu'il faut vraiment en tenir compte, c'est des critères. Pour un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l'établissement, de reproduire une œuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d'un rétroprojecteur ou d'un dispositif similaire. Mon TNI, dans ce cas-ci, est un dispositif similaire. Alors, c'est donc possible de projeter la version numérique de l'album pour en faire une lecture collective avec mes élèves. Par contre, si l'enseignant n'avait pas eu de version numérique de cet album-là, mais avait eu la version papier, est-ce qu'il aurait pu numériser cette version et la projeter sur le TNI? Non. Pourquoi? Bien, c'est parce que la version numérique existe, est disponible sur le marché. Donc, notre premier devoir est de se procurer cette version-là. Par contre, ça aurait été possible de numériser une version papier d'une œuvre si le support n'existait pas autrement qu'en version papier. Là, à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est comme Olivier expliquait tantôt, on doit recourir à l'utilisation équitable. Mais l'utilisation équitable comprend, comme établi par la Cour suprême dans le jugement CCH de 2004, 6 critères qu'on doit remplir. Et aussi, ce qui est préférable dans le contexte scolaire, c'est d'avoir une politique institutionnelle à cet effet-là, ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos institutions pour le moment. Et il faut aussi tenir compte du fait qu'une fois que la numérisation de notre version papier aura été faite, il va falloir la détruire dans un délai dit raisonnable. Ça, c'est habituellement les délais raisonnables, on les spécifie dans une politique institutionnelle parce qu'il n'y a rien de défini pour le moment. Qu'est-ce qui est vraiment raisonnable? Finalement, après tout ça, bien, si on a encore un petit doute, on ne sait pas trop si on est légaux, on est dans nos droits ou non, mais il y a toujours la possibilité, comme disait Olivier tantôt, de se créer une nouvelle œuvre ou de ne pas utiliser l'œuvre qu'on voulait utiliser dans le cadre d'une lecture collective avec nos élèves. Voilà. Marie-Là? Ben moi, je vais conclure. Donc, comme vous l'avez vu, utiliser une œuvre en milieu scolaire, c'est compliqué. Donc, à partir de ce constat-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est des outils vraiment pratiques parce que, comme nos deux collègues vous l'ont un peu illustré, c'est assez compliqué. À chaque fois qu'on utilise une œuvre, il faut toujours passer par un processus assez complexe de réflexion. Donc, ce qu'on veut, c'est le rendre plus automatique, plus facile.
Donc, on a pensé à développer des outils qui permettraient de répondre à nos questions, dont la consultation serait rapide, donc ça peut être réglé facilement, qui nous permettrait d'exploiter des œuvres qui répondent à nos besoins, puis évidemment qui respectent le droit d'auteur. Donc, le premier outil qu'on veut faire, c'est un modèle de politique qui est destiné à être adapté par les commissions scolaires et puis qui est inspiré du tableau sur lequel je revenais, puis dont l'objectif, c'est d'informer à l'intérieur de la commission scolaire, puis de protéger la commission scolaire, puis son personnel, et puis en définissant clairement les pratiques générales qui entourent l'utilisation d'œuvres à la commission scolaire, là. Donc, et puis le tableau, c'est celui-ci, si on l'a déjà vu. Donc, à partir de ce tableau-là, on va créer un modèle de politique qui pourra être adapté dans chaque commission scolaire. Et puis... Excusez-moi. Alors, deuxième chose, on va créer une matrice qui détaille les cotypes. Donc, de la matrice, elle découvrir une série de tableaux qui sont inspirés du premier tableau qu'on aurait fait, qui est général. Et puis, chaque tableau reprendra un cotype et puis qui va illustrer la démarche qu'on doit entreprendre quand on veut utiliser ce type d'œuvre-là dans ce contexte-là. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on veut faire des lignes directrices. Un modèle de ligne directrice qui pourrait être établi puis adopté dans les commissions scolaires là, après avoir été adopté suite à l'adoption d'une politique, puis qui vont être inspirés de la matrice, puis qui vont faciliter pour le personnel à l'intérieur des commissions scolaires l'utilisation d'œuvres. Puis c'est ça, donc le but, c'est de faciliter l'utilisation de la matrice une fois qu'une commission scolaire elle a adopté une politique. Elle a décidé de se servir de la matrice finale. Et puis, c'est ça. Donc, l'objectif étant que, après avoir développé ces outils-là, on va être capable d'utiliser des œuvres et de savoir quoi faire pour le droit d'auteur. Donc, alors voilà. Et, merci. Oui. Puis, c'est pas mal ça. Alors, si vous avez des questions... Je peux peut-être juste mentionner un petit truc ici, là, si vous permettez de reprendre à la toute fin le fameux tableau. Là. C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toute la complexité du droit d'auteur, on dit qu'il y a essentiellement 4 choses qu'on peut faire. Okay? Ça ici, ce tableau-là. Je ne sais pas si en faisant F5... Ah, petite affaire. Il y a... Bon. Là, ici, là, le droit d'auteur, c'est complexe. Il y a plein d'affaires, plein de règles qu'il faut se souvenir. Il y a la loi, les jugements, tout ça. Bon, on va simplifier ça pour vous autres. Il y a 4 possibilités. Okay? Soit vous avez une préautorisation dans le cadre d'une entente avec Copybec. C'est la version verte. Okay? Fait que quand vous voulez utiliser une œuvre en haut à gauche, là, il y a une question de droit d'auteur. Okay? On s'arrête. C'est ça le rouge. On s'arrête. C'est un usage réservé probablement. Okay? On s'arrête. On a 4 possibilités. Il y a 4 flèches qui sortent de usage réservé. La première flèche, c'est vers le vert. Vert, c'est facile. Okay? Quand il y a une entente avec Copybec, la SADRAC, la SOCAN, SOCAD, go. Okay? Quand c'est une œuvre protégée, quand c'est sous licence Creative Commons ou une licence libre, telle la licence de diffusion du gouvernement fédéral, parce que le gouvernement fédéral a gracieusement livré toutes ses œuvres sous une licence ouverte, donc les œuvres de Statistique Canada, tout ça, maintenant, c'est sous licence préautorisation d'usage. Go, c'est vert. On utilise. On descend directement. On passe pas go, on ne paye pas 200 pièces, on ne collecte pas 200 $, on utilise directement. Okay? Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est l'utilisation équitable ou exception. Cette option-là, elle est en orange. Okay? Si j'avais pu mettre un compte de construction, là, je l'aurais mis, mais là, mes talents de PowerPoint sont limités. L'idée, c'est que cette version-là, cette ligne-là, il faut qu'on développe des limites raisonnables à l'utilisation équitable puis aux exceptions. Puis ça prend une politique institutionnelle. C'est ça le chantier. C'est que dans cette option-là, elle est en construction. Puis si on veut l'invoquer pleinement, c'est ça que ça va nous prendre. Okay? C'est pour ça qu'elle est en orange. Après ça, on a l'option bleue du gouvernement du Québec. C'est l'option qui aime, eux autres. C'est de demander la permission pour tout. Mais ce n'est pas tout le temps possible. On a des exceptions. Des fois, on demande la permission, ça ne débouche jamais. Il y a des problématiques particulières.
qui sont complètement légitimes, pour lesquels on voudrait invoquer une exception à l'utilisation équitable. Mais c'est quand même la demande de permission, la version, ça marche aussi. On demande, allez-y, c'est gratuit, ou donnez-nous 50$, ou OK, on va vous signer une entente pour votre commission scolaire. Cool, parfait. Puis c'est ça une bibliothèque numérique, c'est ça de nos jours. On signe une entente pour un corpus de documents avec plein d'utilisations. Génial. OK? Troisième option. Quatrième option, c'est l'option royale, c'est pour ça qu'elle est en pourpre. C'est de créer une nouvelle œuvre. Vous voulez utiliser une affiche que vous avez vue dans une gare en voyage à Amsterdam, vous l'avez pris une photo sur votre téléphone portable parce que bien sûr, en vertu de l'utilisation équitable pour des fins de recherche et d'études privées, vous avez consigné une copie de cette affiche-là. Vous voulez la mettre dans votre commission scolaire, mais là, demandez au système de transport en commun d'Amsterdam de reproduire cette affiche-là pour vous. Ben écoutez, là, on change assez, on utilise l'idée de l'œuvre, mais pas l'œuvre elle-même, puis on crée une complètement nouvelle œuvre, mais en s'inspirant sans toutefois toucher le droit d'auteur. Ça, c'est l'option de la création d'une nouvelle œuvre. C'est pas tout le temps possible, c'est pas tout le temps une option, mais elle est quand même là. Puis ça, là, c'est pour simplifier. Donc, n'importe quelle question de droit d'auteur que vous avez, là, vous avez 4 possibilités. Soit que c'est préautorisé par une entente de gestion collective, une société de gestion collective, puis c'est le ministère de l'Éducation qui a signé ça pour vos commissions scolaires, ou que vous avez une licence de préautorisation comme Creative Commons. Option 1. Option 2, des exceptions à l'utilisation équitable, mais même là, pour bien les invoquer, ça va prendre une politique institutionnelle. Puis quand on parlait d'une matrice, c'est de comprendre tous les types d'œuvres, puis tous les types d'usages, puis savoir dans quelle case on peut invoquer l'utilisation équitable. Ça, c'est le gros du travail du chantier, ça va être de jouer là-dedans. Demande de permission, bien, il y a des étapes à suivre. Il faut trouver le titulaire légitime, il faut avoir une réponse, il faut l'avoir par écrit. Fait encore là, ça fait partie d'une politique où on va définir ces étapes-là à suivre. Puis finalement, la création d'une nouvelle œuvre, d'atteindre le critère d'originalité et de fixation. Donc, l'idée, c'est que c'est pour simplifier le droit d'auteur, là, quand vous avez n'importe quelle question du droit d'auteur, là, vous allez suivre un de ces 4 chemins-là pour arriver à l'utilisation légale. Okay? Puis si vous n'arrivez pas là, ben, c'est parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser là. Okay? C'est ça le cadre en rouge à la fin. Fait que c'est ça l'idée de notre chantier. Puis le gros de notre travail, on le sait, hein, ça va être dans le orange en construction. Puis en passant, j'ai enregistré la session, puis si je trouve le temps de mixer tout ça, puis rendre ça intéressant, je vais mettre ça sur mon blog, puis n'importe où vous voulez la diffuser, ça va me faire plaisir. Là. Mais on a aussi du temps pour les questions, là, il reste une demi-heure pour les questions. Fait qu'allez-y, là, c'est le temps de nous pitcher ça. Là, les micros, battez-vous, je ne sais pas comment vous voulez procéder peut-être. Juste avant la période de questions, je veux juste faire un petit... Parce que, oui, moi, ça me déstabilisait beaucoup, là, cette caméra-là, tout d'un coup, au début. Je voudrais vous dire que sur le chantier participe aussi Raphaëlla Dixon, qui est assise dans la salle présentement, qui travaille à la commission scolaire, qui est bibliothécaire à la commission scolaire Lester B. Pearson. Et une jeune femme qui est absente aussi, qui s'appelle Nadine Baudin, qui est bibliothécaire à la commission scolaire Riverside. Alors, je voulais vraiment corriger mon oubli. Alors, c'est la période de questions. Voilà, je laisse... Bonjour. Monique Potin, bibliothécaire à la commission scolaire de l'Orée-des-Bois. Entre parenthèses, vendredi, je présente un atelier au colloque régional sur le droit d'auteur et en particulier sur les effets de la loi C11 et le jugement de la Cour suprême qui portait sur la photocopie en milieu anglophone. Voilà, donc je suis en plein dedans. Je vais avoir une autre présentation à faire, cette fois-ci aux directions de toutes les écoles, concernant la création et le droit d'auteur, concernant les élèves et concernant le personnel. Vous l'avez un petit peu abordé. Je n'ai pas trouvé de référence à la loi même, dans la loi même, qui est claire. Je n'ai pas trouvé l'article qui me permet d'en parler correctement. Je n'ai trouvé que sur le site de l'Université de Montréal, auquel vous êtes peut-être la chaire Wilson, je crois. Oui. Qui donne des exemples et qui donne des règles. En particulier, il y a des règles à suivre, des politiques institutionnelles. C'est l'article 13, alinéa 3 ou 4. De mémoire, là, c'est le 3 ou le 4. Là, Donc, l'article 13 traite de la titularité de l'œuvre. Le premier alinéa dit le créateur original de l'œuvre est le titulaire du droit d'auteur. Deuxième alinéa insère une nuance pour les photographies qui va être en fait changée dans C11, donc je le saute, deuxième alinéa. Troisième alinéa, si je ne m'abuse, parce que c'est là que je me trompe entre les deux, là, soit c'est là qu'il parle de transfert. Tu sais, je vous ai parlé de licence puis de transfert.
c'est soit le 3 ou le 4, là, et l'autre, après, c'est que le premier titulaire est l'employeur dans le cas d'un employé. Donc là, ce qu'il faut voir, puis ça, c'est vraiment intéressant comme question, pour les employés, moi, dans ma convention collective, je suis dans le syndicat des professeurs à l'Université Concordia, on a une clause de notre convention collective qui nous retourne le droit d'auteur, mais qui laisse un droit non exclusif de 10 ans à notre employeur d'utiliser nos créations. Okay? Donc, vu que la loi assigne notre droit d'auteur à l'employeur, il faut regarder soit des lois particulières comme la loi sur les fonctionnaires, la loi sur, là, je ne sais pas, au niveau québécois, il y a peut-être des lois qui réglementent le cadre d'emploi des enseignants dans les commissions scolaires publiques, là, mais aussi les conventions collectives. Puis là, on tombe à... Ça dépend de la structure syndicale qui peut avoir des clauses. À l'absence de toute mention dans toutes ces autres sources-là, c'est la loi sur le droit d'auteur qui s'applique, donc l'employeur, la commission scolaire est le titulaire original. Du point de vue des élèves, puis là on parle de mineurs, on s'amuse en plus, c'est les parents qui sont... en théorie. Puis là, il faut dire que, comme c'est marqué ici, là, je ne suis pas un avocat, je suis un bibliothécaire qui adore le droit d'auteur, trop probablement. Tout ce que je présente, c'est une théorie. J'adore dire ça, ok? Je ne suis pas avocat, ce n'est pas une opinion juridique. Puis c'est marqué ici, avis, ce document présente une théorie. Avis, Olivier présente des théories qui sont peut-être fausses, qu'il faut trouver un avocat qui va backer, ok? Ça, je le dis parce qu'il faut que je me protège. Mais pour répondre à votre question, nous, à l'Université Concordia, nos étudiants, dans les politiques institutionnelles, c'est extrêmement clair. On l'a même réitéré que les étudiants sont les titulaires de leur droit d'auteur dans le contexte d'une commission scolaire. C'est autre chose. Mais là, il y a moyen de jouer avec les contrats pour transférer puis assigner des droits, comme par exemple d'inscrire un élève à la commission scolaire. Ce moment-là, c'est un moment où on peut obtenir le consentement des parents pour utiliser les œuvres au-delà de ce qui est raisonnable à l'intérieur du contexte de l'éducation. Ça pourrait être une politique où, quand il y a un formulaire d'inscription à mener, puis le parent signe, dit « Je suis d'accord avec toutes les modalités de ta », puis là, il y a un site web, habituellement, je mettrai un site web qui liste tous les autres trucs qui sont partie prenante de ce formulaire-là, bien, on pourrait penser à inclure ce genre de trucs-là. Puis je sais que mes filles ne sont pas encore assez vieilles pour se rendre à l'école, mais je sais aussi que vous faites signer des sessions de droit d'image. Bon, bien ça, le droit à l'image, c'est pas un droit d'auteur, c'est rattaché plus à la vie privée, à l'anonymité dans notre société. C'est une autre paire de manches, mais ça peut aussi faire partie de cette catégorie-là. Parce que là, si vous donnez des iPads à tous les élèves, puis ils commencent à faire des vidéos, puis des photos, puis tout ça, là, il faut commencer à penser à leur droit d'auteur puis au consentement des parents pour l'utilisation. Si on veut être là, legit au 100%, puis on est mieux de l'être. Puis c'est pour ça aussi que l'idée, puis là, je fais ce pitch-là, mais l'idée de dire, bien, on met tout sur Creative Commons, comme ça, tout le monde peut remixer. Imaginez le potentiel, hein? Vous partez en vacances à votre pourvoirie préférée, vous prenez plein de photos d'animaux pendant ce temps-là, puis là, bien, le site de la commission scolaire récupère toutes ces photos-là des élèves puis des parents, ou puis vous partez en voyage, je ne sais pas où, vous prenez des photos des monuments, bien, vous pouvez commencer à constituer des catalogues de photos sur Creative Commons pour votre commission scolaire, puis demander ça, puis je suis sûr que la majorité des parents, je veux dire, on ne fait pas d'argent avec nos photos de voyage, bien, en tout cas, la plupart d'entre nous. Ça pourrait être un beau projet à amener, puis c'est complètement dans la demande de permission, là. Absolument. J'ai pris beaucoup de café aujourd'hui. Suivant Alex. En fait, Olivier, je vais te demander un avis, si c'est possible. Puis tant mieux que tu aies pris beaucoup de café. En fait, je ne voudrais pas te demander de refaire une autre conférence, mais j'ai vu tout à l'heure, en fait, quand la diapo sur C11 est apparue, là j'ai pris mes choses, je me dis, je vais prendre des notes, tout ça. C'est passé un peu vite, mais je ne sais pas si tu ne peux pas faire peut-être juste un aperçu des nouveautés et des choses, bon, peut-être des exceptions aussi qui ont été apportées par C11, parce que malheureusement, c'est passé un peu vite dans l'actualité. Ouais. Puis, ben, en fait, c'est, je sais pas, puis là, je tends la perche à mes collègues parce que moi, j'avais un petit bébé dans mes bras quand C11 et tout ça, là. Honnêtement, je vais vous dire ça bien simplement, OK? Je ne tomberai même pas dans l'analyse de la loi parce que tout ce que les lois et les jugements font, là, c'est de changer la frontière entre ces quatre options-là.
OK? On élargit ici, on rétrécit ça, on balise telle approche. OK? Fait que c'est pour ça que ce cadre-là, il est vraiment intéressant à comprendre. C'est parce qu'à l'intérieur, si on comprend ça, là, après ça, tout ce qu'on y pitch, ça va coller. OK? Fait que bon, je veux dire, on pourrait en parler longuement de ces 11. Là, ils ont joué dans les exceptions. Pour les bibliothèques, là, celles qui concernaient surtout la STED, là, je tire de mémoire ce qu'on a déposé au Parlement. Le PEB, maintenant, électronique est permis, sauf qu'il faut interdire l'utilisation. Il faut que le fichier numérique soit chronodégradable à 7 jours, okay? Par exemple. Mais vous avez l'option de ne pas faire de PEB électronique à l'usager final, hein, en passant, là, parce que si ça vous tente de donner plein d'argent à Adobe pour acheter leur content server, payer plein de frais de numérique, là, allez-y, là, c'est votre choix. Probablement que les universités vont le faire parce que, bon, on a bien vu avec les dépenses qu'on aime ça de jeter de l'argent par les fenêtres, là, mais on peut aussi juste continuer à faire du PEB papier puis ça ne coûte rien. Là. Ça aussi, il faut le mentionner. Bon, fait que ça c'était décevant. Il y a les malvoyants, ceux qui ont des déficiences visuelles, qui n'ont pas été capables de faire briser les verrous numériques. Donc, les verrous numériques, dans ces 11, c'est intouchable. Okay? S'il y a un verrou numérique sur quelque chose, là, touchez-y pas. Ça s'arrête là. Okay? Ça c'est dans la loi C11, c'est important de le mentionner, parce que même l'utilisation équitable ne permet pas de briser un verrou numérique. Tel que la loi là, est interprétée par ceux qui l'ont lu avec beaucoup d'intérêt pour les utilisateurs, c'est dangereux des verrous numériques. Donc, embauchez pas des adolescents scandinaves pour briser des verrous numériques, c'est pas conseillé. L'autre truc qui est inséré dans la loi, c'est le concept de leçon numérique. Okay? Il y a toute une exception qui vient baliser comment insérer des œuvres protégées par le droit d'auteur dans une leçon numérique. Donc, par exemple, je suis prof à la télé-université, mais je veux faire je fais du télé-enseignement, je me filme, puis là, ben, je suis un prof d'histoire de l'art, fait que là, je parle d'œuvres contemporaines ou des estampes à la Bibliothèque nationale qui sont encore sous droit d'auteur. Il y a des modalités à respecter, ils sont extrêmement complexes parce que là, il faut trouver des œuvres qui sont adéquates dans l'industrie. C'est tout le temps, si on trouve quelque chose dans l'industrie qui correspond à ce dont on a besoin, il faut le prendre. Okay? Ça, c'est par défaut, là, dans toutes les exceptions, là, c'est comme une connaissance de base. Là. Si vous pouvez acheter la version numérique, ben, achetez-la, puis après ça, continuez dans la logique. Là. Mais honnêtement, moi, ce que je n'ai pas compris dans cette exception précise-là, c'est sa relation avec l'utilisation équitable. Parce que l'utilisation équitable, c'est quelque chose qu'on peut tout le temps invoquer de droit. Puis c'est là que c'est important de comprendre qu'il y a des frontières qu'il faut comprendre entre ce qui est une utilisation équitable et ce qui est une exception précise, prévue dans la loi. Puis CCH en a parlé de ça, qu'on peut tout le temps invoquer une utilisation équitable, sauf que pour se protéger, ça prend une politique institutionnelle qui définit une limite raisonnable de l'utilisation. Donc là, écoutez, là, c'était pas une présentation sur C11. Honnêtement, moi, je veux dire, ça fait quoi? 5-8 ans là, que je regarde le droit d'auteur puis que j'étudie. Puis j'en suis arrivé à peu près là, à cette compréhension-là. Là. Puis bon, OK, un petit peu plus, un petit peu moins. Puis c'est surtout quand on commence à regarder ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passait en France, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, puis qu'on commence à parler à des collègues, puis c'est peut-être mon expérience à l'IFLA, qui m'a fait réaliser que dans le fond, là, les bibliothécaires, c'est complètement légitime qu'on bâtit une métathéorie du droit d'auteur. Parce que, selon moi, puis ça c'est mon hypothèse dans mon doctorat, les bibliothèques influencent sur le droit d'auteur. Parce que, tu sais, toute la prémisse de cette présentation, c'est que nous, on se fait imposer des droits. Mais ça, ce que ça dit, c'est qu'attention, là, le droit d'auteur donne un contexte, puis les bibliothèques peuvent influencer la loi. C'est sûr qu'il ne faut pas briser les marchés. Le but, c'est qu'on ait des marchés foisonnants de notre culture, puis qu'on ne devienne pas les Napster de la culture au Québec. Mais ça prend quand même des modalités pour que la population puisse accéder à leur propre culture sans tout le temps avoir à débourser de l'argent. Par exemple, si un jeune veut apprendre, puis qu'il arrive à la fin de son budget d'achat de livres, ben, est-ce qu'il arrête de lire? Ça serait dommage pour la société. Donc, c'est tout le temps de jouer ce paradoxe-là. Puis, enfin, je vais arrêter parce que je pourrais continuer encore pendant une heure. Je sais qu'il y a d'autres questions. C'est comme si l'utilisation est équitable, comme si vous dites que pour bien se protéger. Rapprochez-vous du micro. Pour bien se protéger, il faut peut-être prendre son temps, mais c'est comme si on peut l'invoquer quand même si
comme si, même si on n'est pas vraiment comme, préparé, etc. Oui, en fait, ça fait partie du message qu'on livre. Vu que CCH dit c'est mieux d'avoir une politique institutionnelle qui définit la limite raisonnable à l'utilisation, mais on peut toujours dire « Ah, c'est de l'utilisation équitable » et le faire. C'est juste qu'on est moins protégé dans ce contexte-là. Puis ce qui est important de mentionner, là, c'est que dans la loi sur le droit d'auteur, l'utilisation équitable, c'est un droit personnel, individuel. Okay? Puis, à l'article 30.2 de la loi actuelle, les bibliothécaires, les archivistes sont les seuls groupes professionnels qui sont nommés qui permettent de faire de l'utilisation équitable pour autrui. Okay? Puis CCH est venu baliser ce contexte-là en disant, ben, il ne l'a pas dit directement, mais la Cour a dit, vu que la grande bibliothèque qui faisait le service de fax, parce que c'était un envoi de fax, c'était de la livraison documentaire par fax, le cas de CCH, là, vu que la grande bibliothèque du barreau de l'Ontario, il appelle ça la Great Library, mais en tout cas, avait une politique, ça permet de valider qu'il y avait une limite raisonnable, donc c'est plus facile d'invoquer l'utilisation équitable. Alors, moi, ce que je propose comme approche, c'est de dire, ben, vu que ça a protégé la bibliothèque dans ce cas-là, c'est probablement une bonne idée de se gréer de ce genre de politique-là. Puis ça, ce que ça va vouloir dire formellement, le chantier, on va se pencher sur la question, on va établir des grandes lignes d'une politique extrêmement globale, puis on va demander à chaque commission scolaire d'approuver cette politique-là. Comme ça va prendre une résolution au conseil, la commission scolaire, là, au conseil d'administration, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là. Puis l'idée, c'est que ça va être super simple. La politique va dire, il est super important de respecter le droit d'auteur. Okay? Point 1. Avant l'utilisation d'une œuvre, il est important de vérifier les préautorisations disponibles. Point 2. À défaut d'une préautorisation, vous pouvez invoquer l'utilisation équitable ou les exceptions. Point 3. La demande de permission s'opérera selon une procédure définie dans le cadre de cette politique. Point 4. La création d'une nouvelle œuvre présuppose des modalités définies dans une procédure spécifique. Et les procédures peuvent être établies par la direction générale, le secrétaire général, tout ça. Donc, l'idée, c'est qu'on fait juste la charpente conceptuelle dans la politique de la commission scolaire et qu'on mandate un représentant de la commission scolaire qui peut établir les petites finalités, là, tout le transactionnel, là, de mettre une œuvre sur un tableau interactif, de monter un CD. Toutes ces petites étapes-là, ça va devenir une procédure qui n'a pas besoin d'être passée au conseil d'établissement à chaque fois. Ce modèle-là, on l'a testé à Concordia, puis ça marche relativement bien. C'est-à-dire qu'on a demandé au conseil d'administration de l'université d'établir une politique générale qui dit que tout le monde doit respecter le droit d'auteur. Puis si vous avez des pièces, c'est sur le site de l'université Concordia, la Policy on Copyright Compliance, tout le monde doit respecter le droit d'auteur et le secrétaire général peut établir des modalités, des guidelines, des lignes directrices. C'est le secrétaire général qui établit ces lignes directrices-là. Puis on en a 2 sur le site de la bibliothèque que nous, on a proposé à l'institution. Donc, c'est à peu près ce modèle-là qu'on propose aux commissions scolaires, de dire, vous avez une politique assez vague. Quand vous allez la lire, vous allez dire, ouais, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Mais ce qui va aider, c'est le fait qu'on mandate quelqu'un dans l'institution pour établir des lignes directrices ou des procédures qui vont être beaucoup plus précises. Mais là, on n'est pas sorti du bois, là. Hein, on en a du travail pour un bout. Mais pour répondre à votre question, la loi est là et vous pouvez l'invoquer d'office, mais vous avez peut-être moins de protection. Vous avez encore le temps? Ben oui, ça. Ouais, OK. Manon Dufresne, Fédération des établissements d'enseignement privé. Je réponds aux questions des bibliothécaires de nos écoles concernant plusieurs questions, dont le droit d'auteur. Et là, je pose peut-être une question niaiseuse pour la majorité qui est peut-être de commission scolaire, entre autres. La question s'est posée pour les pages couvertures d'albums, de livres. Bon, alors, j'ai fait une multitude de démarches qui se sont soldées par finalement me faire dire par un éditeur de lui envoyer la liste exhaustive de tous les titres des livres pour lesquels j'avais besoin d'avoir l'image de la couverture pour mettre dans la base de données des écoles. Alors, je lui ai demandé si je pouvais juste faire un copy-paste de la liste de ces livres et indiquer le nom de toutes nos écoles. Et il y a un éditeur qui m'a dit oui. Mais là, ça devient assez débile profond. S'il faut que je le fasse pour tous les éditeurs québécois. En tout temps, et partout sur la planète. Et à chaque fois qu'il y a des nouveautés, et ainsi de suite. Alors, je demande, est-ce que les commissions scolaires, eux autres, ont des ententes pour ça? Et sinon, est-ce que c'est 11 ou est-ce que
Parce que moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a aucune possibilité, à moins de demander la permission, puisqu'il y a des illustrateurs souvent qui ont fait des couvertures, etc. C'est ça, hein? Ah, vous avez le goût? Ah non, moi, ben, c'est simple. Regardez, la réponse est à l'écran, là. C'est-à-dire que si je me permets, la méthode que vous invoquez, c'est la demande de permission auprès du titulaire. C'est ça que vous avez fait comme stratégie. Mais réfléchissons 2 secondes. Puis là, c'est hautement théorique, c'est de la haute voltige que je propose. La question que vous demandez, est-ce qu'il y a une préautorisation auprès de... Mais là, vous voulez prendre les vignettes puis les mettre dans votre catalogue, vous voulez les mettre sur des sites web, vous voulez les utiliser en classe. D'abord en intranet pour les élèves quand ils font de la recherche documentaire, mais des fois, l'intranet devient extranet parce que les protections ne marchent pas trop. C'est ça. Là, il faut mentionner qu'il y a des vendeurs, il y a des fournisseurs de services numériques qui vendent des accès aux vignettes de livres. Okay? Donc ça, c'est important de le mentionner. Je ne les connais pas, personnellement, mais je sais que nous, on s'est abonnés à des fournisseurs de vignettes de livres. Okay? De là à savoir, est-ce que les livres que vous avez dans votre collection correspondent aux vignettes qui sont dans leur jeu de blablabla. Ça, je ne sais pas. Okay? Mais il y en a. Puis, par exemple, Amazon.ca achète des vignettes de quelqu'un parce qu'ils n'ont pas une équipe qui numérise, ça coûterait trop cher, c'est plus efficace de le faire comme ça. Fait que ça, c'est une question de demande d'autorisation. Okay? Puis, peut-être SDM peut vous aider là-dessus, là, je ne sais pas. Mais il n'y en a plus. Non. Ils sont plus là. Non. Mais maintenant, il y a le SQTD, le Service québécois de traitement documentaire, puis avec eux, on va avoir la possibilité d'avoir les pages couverture dans nos catalogues info. C'est ça. Pour les commissions scolaires? Oui, seulement. Vignette automatiquement, mais ça sera sur le nuage. Ça sera pas dans les écoles privées. Mais ce que je voulais mentionner, c'est, mettons, OK, je ne sais pas si vous faites des petits résumés des livres ou des descriptifs de livres. Ça peut être vu comme la critique et du compte-rendu. OK? Fait qu'on pourrait prétendre que l'utilisation équitable pour des fins de critique et compte-rendu valide le droit d'inclure une vignette qui est une minuscule version de la couverture du livre en format extrêmement basse résolution dans un catalogue. Mais pour ce faire, il serait mieux d'avoir une politique institutionnelle qui définit cet usage pour votre institution comme étant un usage équitable en vertu du critique et du compte-rendu quand il y a un descriptif dans votre catalogue. Mais ça, c'est un travail intellectuel à faire. Si vous n'avez pas ce genre de structure-là qui balise la limite raisonnable à l'utilisation, il est extrêmement difficile pour moi de répondre à votre question par un autre moyen que de dire « demander la permission ». Vous comprenez Oui. C'est ça. Mais ma question aussi, c'était juste de savoir si les commissions scolaires avaient des ententes pour pouvoir... Non, la seule chose que je sais que nous, on va faire, c'est demander aux distributeurs eux-mêmes. Parce que le distributeur représente... C'est que les éditeurs sont souvent représentés par des distributeurs. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est de poser la question directement aux distributeurs. À ce moment-là, on a eu les autorisations d'utiliser les vignettes de tous les éditeurs qui étaient dans qui sont représentés par le même distributeur. Par contre, ça dépend toujours de la question de la demande de permission que vous demandez. Nous, dans ce cas-ci, c'était d'utiliser les vignettes pour promouvoir des bibliographies. Alors, ce n'était pas nécessairement pour les utiliser dans un catalogue. Peut-être que la réponse aurait été différente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question, bonjour. Diane Fortin du Collège Brébeuf, une des raisons de secondaire et le collégial. Merci pour tout d'abord, félicitations pour votre travail, c'est vraiment très bien. Et est-ce que ce sera, on va pouvoir s'inspirer de l'exercice que vous avez fait pour le réseau collégial, par exemple? Donc, j'ai vu qu'il y avait une petite licence Creative Commons, donc on pourrait reprendre l'exercice. Vous êtes prêts à partager? Ça, parce que c'est, on a à part les licences qui sont quelque peu différentes, la réflexion est la même. Oui. En fait, l'idée, là, finalement, c'est que la charpente intellectuelle, elle est professionnelle, elle est bibliothéconomique. Puis plus il y a d'institutions qui l'adoptent, plus elle est solide. Plus elle est valide, plus elle est... puis c'est comme c'est un cadre normatif qu'on bâtit nous-mêmes. C'est ça qu'on est en train de faire, là. Puis l'idée, c'est que il est légitime, il est légal. Je l'espère fortement que ça sera le cas. Est-ce que vous pensez que vos réflexions, votre matrice, vous allez j'ai peut-être manqué, c'était ça, mais est-ce que vous
allez faire approuver par un avocat. Par exemple, il y a un contentieux, la Fédération des cégeps, est-ce que la même chose au niveau des commissions scolaires, ministère de l'Éducation, pour confirmer que ce que vous faites, ce que vous proposez, c'est un cadre? Moi, je suis un chercheur. Je suis payé pour mettre des théories sur Internet. Okay? Après ça, s'il y a des avocats qui veulent en discuter, ça me fait plaisir de m'insérer dans la société civile pour recevoir les commentaires de tous et chacun et de collaborer avec des collègues pour solidifier cette théorie-là. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, on verra. Mais moi, ça se peut que ça soit faux, hein, ce que je vous dis, là, ce qu'on se dit. Là. On essaye de trouver une théorie qui peut être vraie. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à partir du moment où on aura une politique, on va la proposer, bien chacun, on revient dans nos milieux, dans nos commissions scolaires, puis là, bien, ça sera dans la commission scolaire de décider aussi, chez nous, en tout cas, on en a parlé, que peut-être on pourrait mettre un avocat là-dessus, qu'on pourrait peut-être se joindre plusieurs commissions scolaires, voir si valider le modèle là, au niveau juridique, exemple. Parce que moi, si je suis la responsable dans mon milieu, c'est moi qui dois vous donner les réponses. Oui, tu as le droit de faire ça, non, tu n'as pas le droit. Avocate, c'est tellement justement de... Mais avant d'arriver à cette étape-là, je pense qu'il nous reste encore au moins 1 an de travail. Mais on va vous proposer ces documents-là, et après ça, on pourra se poser la question, comment est-ce qu'on fait valider ces documents-là? Puis tu sais, la question aussi, c'est qu'on pourrait demander à 100 avocats leur opinion juridique, puis avoir 200 perspectives différentes. Fait qu'il faut juste trouver les bons avocats qui vont nous donner les bonnes réponses. On met en charge, Olivier. Oui, puis d'ailleurs... Je me demandais si vous aviez songé peut-être à consulter les sociétés de gestion, partager avec elles ce que vous envisagez de faire et voir quel était leur positionnement par rapport à ça. C'est une bonne question. On n'est pas rendu là dans notre réflexion, mais... Parce que, mais ce que je sais, Frédéric, je vais mentionner ceci, que dans le début de nos travaux, là, au début, on voulait uniquement se pencher sur l'utilisation équitable. C'était vraiment le mandat, mais à travers nos conversations, ce qui a émergé, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une bonne compréhension du contexte autour de l'utilisation équitable. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je me trouvais à être le porte-parole de Copipec dans le comité. Puis, juste d'en arriver à avoir ces conversations-là sur plusieurs réunions, moi, je pense que c'est très important de le faire, ça. Comment, puis où, puis quand, là, honnêtement, c'est perdu un peu à travers l'été, puis les vacances, puis tout ça, parce que, honnêtement, on a commencé nos travaux. Notre appel, c'était en mai dernier. Oui. Puis on s'est rencontrés un bon 4-5 fois cet été. Puis c'était des réunions de réflexion, on parlait d'exemples. Puis avant qu'on arrive à une structure intellectuelle, ça a pris un certain temps. Puis après ça, ben là, de la faire valider par des collègues, puis de l'amener, c'est comme une première étape. Puis c'est un brouillon, hein? On s'entend là, qu'on n'a pas fini notre réflexion. Puis que je suis certain que les sociétés de gestion vont revoir leur j'espère. Puis ça se peut qu'on ne soit pas d'accord, ça se peut qu'on soit d'accord. Absolument. Absolument. Et quand je parle de ce sujet, je ne parle pas seulement de Copipec. Oui. Puis. Je suis leur conseillère juridique, mais au-delà de Copipec, que ce soit la SOCAN, la SODAC ou la SODAC. Absolument. Ce sont des sociétés de gestion qui sont ouvertes et ce sont des milieux dans lesquels on peut discuter. On n'est pas dans une situation qu'on peut trouver de l'autre côté de la France. Puis, mais vois-tu, la particularité de ce chantier-là, puis je me le permets de dire devant tous les collègues, c'est que on apprend à exprimer nos besoins numériques aussi à travers ces rencontres-là. Puis on n'est pas encore prêt de vous le dire c'est quoi notre besoin numérique parce qu'on est en train de le comprendre, puis de le mettre sur papier, puis de l'amener dans notre communauté, de l'écrire. Fait, avant d'aller vous voir puis de dire « OK, on a besoin des droits suivants, puis des licences modifiées comme ça, puis les usages », on veut, à travers ce processus-là, récupérer de notre communauté l'anticipation de nos besoins numériques pour mieux parler avec vous. C'est étonnant, c'est que vous pensiez juste maintenant, alors que ça fait plusieurs années que le Québec va dans les écoles et... Oui, mais les bibliothécaires commencent à arriver dans les... Oui, mais ainsi justement les écoles et les commissions scolaires à se poser ces questionnements sur leurs besoins numériques. Mais là, je vais être obligée de mettre fin à la conversation, je suis vraiment désolée.
parce que je pense que les gens du Congrès ont besoin de la salle, là, parce qu'il y a un autre événement qui va se tenir ici. Mais c'est une question fort pertinente et très intéressante. Mais encore une fois, les bibliothécaires commencent à réinvestir le nombre scolaire.